Allez, bonjour les camarades. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'était une formation qui était prévue, un débat qui était prévu depuis longtemps. Et donc, voilà. Il se trouve qu'on est dans une actualité un peu brûlante, avec l'arrivée peut-être de l'extrême droite bientôt au pouvoir ici en France. Donc, ça peut paraître peut-être un petit peu décalé de discuter philosophie. Et c'est pourtant indispensable pour nous, on pense, pour la lutte. Alors souvent, quand on est confronté à des difficultés, comme aujourd'hui, à des situations, on va dire, difficiles, on a un réflexe militant qui est de dire il vaut mieux agir en urgence, enfin, on discutera après. Alors la période qui s'annonce est effectivement très dure, et on le sait, et bien sûr qu'il faut agir urgemment. Mais face à la quantité de problèmes qu'on va avoir affrontés, il nous semble essentiel de comprendre dans quel contexte on se trouve et pour agir et puis pour avoir une méthode de raisonnement. Donc ce sont les idées de Marx et d'Engels qu'on va essayer d'exposer, la méthode d'analyse du matérialisme dialectique. Nous on préfère dire les idées de Marx et d'Engels plutôt que le marxisme parce que ces idées ont été tellement défigurées par que des dictatures comme celle de Staline autrefois ou celle de Xi Jinping ou de Kim Jong-un en Corée du Nord aujourd'hui ont pu ou peuvent s'en réclamer. Et bien sûr, ça n'a rien à voir avec les idées de l'émancipation que sont celles de Marx et d'Engels. Donc je fais la remarque depuis le début. Alors, dans l'enchevêtrement de faits économiques, culturels, politiques, sociaux qui sont devant nous, comment est-ce qu'on peut s'y retrouver? C'est ça la question. Ou alors formulée d'une autre façon, qu'est-ce qui est à la base de la vie de l'homme et de la société pour pouvoir la transformer? Alors, pour répondre à ces questions, Marx et Engels ont procédé d'abord par une démarche philosophique. Car la philosophie, c'est pas l'art de s'abstraire de la réalité dans des élucubrations plus ou moins complexes. C'est cette partie de la science, de la pensée, qui s'efforce de définir la place de l'homme et de la femme. Quand je dis homme, c'est homme et femme, hein, dans le monde et son évolution, ainsi que leur rapport avec la nature. Marx et Engels, quand ils les ont élaborées, ces idées, ils étaient jeunes, et ils étaient plongés dans une époque et dans un pays qui était l'Allemagne, où les luttes prenaient tout de suite une forme philosophique. Et surtout, ils étaient critiques. Ils étaient préoccupés par l'avenir du monde. Ils étaient avides de faire quelque chose de leur vie avec d'autres pour que ça change de fond en comble. Et c'est dans ce contexte de bouleversements sociaux, une quarantaine d'années après la Révolution française, alors que la révolution industrielle battait son plein en Europe, et après que les premiers socialistes aient dénoncé les souffrances des exploités de l'ère moderne, en imaginant des sociétés plus justes où les hommes et les femmes collaboreraient enfin. Leur recherche est partie du constat que la plus grande misère côtoyait la plus grande richesse. Et ils se sont demandé comment agir dans la société dans laquelle ils étaient, dans laquelle ils vivaient, pour qu'elle soit aussi économiquement que socialement moderne. Alors ils se sont appuyés d'abord sur des matérialistes. Les matérialistes, c'était des philosophes issus de la bourgeoisie avant la révolution de 1789, donc avant qu'elle prenne le pouvoir en France, qui avaient perçu que le monde extérieur existe indépendamment de nous, de notre conscience, qu'avant l'esprit, il y avait la matière perçue par les sens, que le monde pouvait être compris par l'homme, par son étude de la nature, qui n'était donc pas l'œuvre d'une divinité aux objectifs obscurs pour les humains. Certains sont allés assez loin d'ailleurs dans cette analyse jusqu'à remettre en cause l'existence de Dieu, comme Diderot par exemple au XVIIIe siècle. Cela peut nous paraître évident aujourd'hui, mais ça ne l'est pas tant que ça quand on pense au tas de choses qu'on nous dit depuis l'enfance, que c'est le bien ou le mal qui gouverne le monde, que c'est des dieux qui ont tout créé, les grands esprits, surtout masculins d'ailleurs, qui font l'histoire, et que ceux qui travaillent de leurs mains ne sont rien. C'est d'ailleurs du moment où il y a eu de grands progrès économiques, comme par exemple à la Renaissance, avec les premiers grands tours du monde, comme Magellan par exemple, ou Christophe Colomb dans le monde occidental, que les philosophies matérialistes se sont développées, elles qui se basaient sur ce que faisaient et produisaient les hommes. Donc il n'est pas étonnant que lors de la Révolution française de 1789, se soient développées ces idées, des idées prônant le rôle de l'homme dans l'histoire, sa possibilité de transformer le monde sans rien attendre d'une divinité extérieure à lui. Marx et Engels, en s'appuyant sur des philosophes matérialistes, puis sur les progrès de la science, dont la théorie de Darwin, en sont arrivés à comprendre que ce qui était à la base du développement de la vie et de l'être humain,
c'était d'abord une transformation biologique. Le développement du cerveau, puis sa capacité à se tenir debout, qui a libéré sa main pour pouvoir en faire un fabricant d'outils. Et ce qui a fait qu'en fait, c'est un être issu du monde animal, mais qui en est distinct. Faire un outil, c'est découvrir et connaître la nature et soi-même, c'est faire le projet de l'outil, c'est l'expérimenter et transmettre à d'autres le secret de sa fabrication et de ses fonctions. Après avoir compris qu'à la base des idées, il y avait la nature, le corps, la matière que l'homme transforme par son travail à l'aide de son cerveau et de ses mains, ils ont voulu savoir comment les sociétés humaines étaient passées de l'esclavage au servage, puis au salariat. Quel était le moteur de ces évolutions? Pour cela, ils ont eu recours à un grand philosophe allemand de leur époque, Hegel, qui les a tout de suite captivés par son système de pensée, la dialectique. Ce philosophe était un philosophe qui n'était pas révolutionnaire dans sa vie, hein, il était bien installé dans la société, il avait un esprit encyclopédique et il s'était inspiré des philosophes grecs de l'Antiquité, de lieux et d'époques où la pensée a pu être particulièrement libre, attachée au mouvement. Par exemple, le grec Héraclite, connu pour avoir dit « on ne se baigne jamais dans le même fleuve ». Là encore, ça peut paraître une banalité aujourd'hui, mais des tombereaux de préjugés depuis des siècles nous disent qu'au contraire, tout est statique ou se reproduit toujours pareil. D'ailleurs, cela n'a jamais changé et ne changera jamais. Hegel avait énoncé ce qu'il a appelé la dialectique du maître et de l'esclave. Il s'agit de l'analyse d'une relation de subordination entre maître et esclave. Au premier abord, l'esclave n'est rien, il est le jouet du maître qui tire bénéfice du produit de son travail, qui l'enrichit par son travail, un maître qui possède tout, l'homme qui travaille est le produit de son travail. Mais la dialectique, qui est la science du mouvement et de la contradiction héritée des Grecs anciens, elle permet de voir qu'il y a autre chose derrière cette constatation logique de départ. Alors que la logique veut qu'un être A soit dominant sur un être B soumis, la dialectique voit le processus qui se déroule entre ces deux êtres et le résultat de ce processus, comment l'action de A sur B se transforme en C. Dans cette relation, le maître ne fait que profiter. Il n'y a que l'esclave qui travaille. Or, en travaillant, ce dernier, l'esclave, se confronte à la matière qui transforme et à lui-même qui se transforme à son contact avec elle. À la fin du processus du travail, si le maître demeure le même sans travailler, l'esclave s'est transformé en travaillant. Il est donc devenu plus libre que le maître, car plus capable d'agir. Alors que le maître est resté le même, l'esclave a changé. Même s'il s'agit là que d'un schéma théorique, ce raisonnement philosophique dialectique est révolutionnaire lorsqu'on l'applique à la société. Et c'est ce que Marx et Engels ont fait en s'inspirant des jeunes hegéliens de gauche, qui étaient des partisans de la dialectique de Hegel. Selon la dialectique du maître et de l'esclave, paradoxalement, le travail aliéné de l'esclave n'est pas que souffrance, il est la voie de sa libération. Ils en ont conclu que seul l'esclave, capable de travailler et de transformer le monde par le produit de son travail, peut et souhaite renverser le rapport de domination en réalisant ainsi un monde humain, c'est-à-dire un monde sans aliénation. Cette façon de raisonner dialectique était révolutionnaire en ce sens qu'elle montrait que tout ce qui existait était provisoire, dans la nature et dans la société, soumis à des mouvements et à des contradictions, et donc à des transformations plus ou moins violentes, même les privilèges des riches, leurs idées et leurs dieux. La découverte de cette fusion entre le matérialisme historique, le matérialisme philosophique, et la dialectique était tout simplement enthousiasmante, car elle permettait de comprendre que la courbe des transformations historiques se poursuivait après la Révolution française, sous le capitalisme, que les transformations tantôt pacifiques, tantôt violentes, n'étaient pas terminées. Une des lois de la dialectique qu'on peut dégager après de nombreuses observations, c'est la transformation de la quantité en qualité. Un exemple simple pour ça, c'est celui de l'eau. Tant qu'elle ne fait que chauffer au contact de du feu, elle change quantitativement. Soudain, quand elle atteint 100 degrés, elle change qualitativement et se transforme en vapeur. Marx et Engels ont compris, grâce à elle, que les sociétés accumulent des forces productives, c'est-à-dire des moyens humains et matériels pour produire pendant un certain temps, mais qu'il y a un moment où ces forces productives entrent en contradiction avec les rapports sociaux, c'est-à-dire la façon de produire, les institutions et les pouvoirs qui encadrent le travail. Il y a alors une révolution. La société progresse donc non linéairement, mais par bonds. Elle ne progresse pas logiquement, mais dialectiquement et inéluctablement.
Il faut donc trouver, non dans notre cerveau, dans notre volonté, mais dans la société, dans les éléments extérieurs à nous, dans les rapports économiques et politiques, les moteurs des transformations des sociétés humaines. Et c'est ce qu'ils ont consacré leur vie à faire. C'est donc avec cette méthode du matérialisme dialectique que Marx et Engels vont découvrir ce qu'ils vont appeler le matérialisme historique, ou qu'on appelle aussi le socialisme scientifique. Alors, ils ont ainsi découvert que ce qui était au cœur des sociétés, c'était la façon de produire de quoi vivre, se vêtir, se loger, et d'autres choses encore, comme ils ont dit. C'est la transformation de la nature par le travail, la production. Ce travail collectif a, dans un premier temps, durant des dizaines de milliers d'années, été fait par des hommes et femmes dépourvus de propriété, ce qu'on appelait les hommes et les femmes préhistoriques. C'est à partir du moment où l'humanité a découvert l'agriculture à l'époque du néolithique qu'elle a pu établir des sociétés sédentaires plus stables. Elle a alors développé des outils et des techniques de travail qui lui ont permis de mieux contrôler la nature, d'être plus maître d'elle pour sa survie. Cette grande révolution a permis aux hommes et aux femmes de produire des surplus pour ne plus vivre au jour le jour. Mais elle a aussi abouti, pour des raisons qui sont encore à déterminer, à la division du travail, entre travail manuel et travail intellectuel, et à l'apparition des classes, dont l'une s'est appropriée le travail des autres, en commençant au sein de la famille, par l'appropriation du travail des femmes et des enfants par les hommes, et la naissance du patriarcat. Avec l'apparition des classes, sont nées aussi la possibilité et le besoin pour une classe possédante d'avoir les hommes détachés de la production pour la protéger des grandes masses non propriétaires. C'est la naissance des forces armées et aussi des idéologues des classes dominantes, religieux et autres intellectuels, justifiant la société de classe. L'organisation des sociétés, elle a pris différentes formes dans le temps. L'esclavage dans un premier temps pour ce qui concerne les sociétés occidentales. Lorsque la société esclavagiste, sa façon de produire, ses rapports de propriété ou rapports de production sont devenus, par l'expansion géographique ou démographique de ce système, trop étroits pour les forces productives, les outils et les masses humaines mises en mouvement par le travail, le système, s'est trouvé en crise, puis renversé par des peuples porteurs d'un système plus adapté à la période, en l'occurrence les peuples qu'on a appelés barbares. La société féodale qui en est issue, à son tour, était renversée par des forces nées en son sein même, en particulier la bourgeoisie des villes, opprimée par la classe dominante noble, dont les intellectuels entrevoyaient l'avènement d'une société libérée de la domination féodale, où les individus bourgeois feraient fructifier le travail libéré des entraves des corporations moyenâgeuses. Pour des historiens comme Guizot, mais il y en a eu d'autres, l'arrivée au pouvoir de la bourgeoisie en 1789, c'était l'aboutissement donc de l'histoire. Marx et Engels, et c'est leur première grande découverte, ont compris que la lutte des classes se poursuivait sous le système capitaliste, que la bourgeoisie créait elle-même ses propres fossoyeurs, c'est-à-dire ceux qui subissaient sa domination économique et politique, les salariés, le prolétariat. Quel était le secret sur lequel reposait cette ultime forme d'exploitation? Ça a été leur deuxième grande découverte, mais Gallia va en parler après. Pour finir, le prolétariat, le monde du travail moderne, a une particularité par rapport aux autres classes exploitées qui l'ont précédé. C'est que comme c'est une classe dépossédée de tout, et dont l'émancipation consistera à en finir avec le pouvoir et l'exploitation des capitalistes qui se sont emparés du travail de tous les hommes et même de la nature partout sur la planète, l'abolition de la propriété capitaliste par les travailleurs sera aussi la fin de la société de classe. J'étais un peu trop longue, mais un dernier point à réfléchir. On nous dit souvent que nous sommes des optimistes. Moi, je crois que nous essayons juste d'être lucides. Lucides sur cette évolution dialectique, l'accroissement ou pas des forces, leurs contradictions, leurs reflets dans les consciences, sur les conditions que crée le capitalisme pour la révolution dont cette société doit accoucher et que nous voulons contribuer à accompagner comme une sage-femme le ferait pour un enfant à naître. Nous verrons à la fin quels outils, comment arriver à ce bouleversement qui s'inscrit dans l'évolution des sociétés, en dehors de notre cerveau, dans la confrontation des classes. Je termine juste en disant que le plus grand apport de Marx et Engels a été, selon l'expression d'un très grand révolutionnaire aussi, Lénine, d'apprendre à la classe ouvrière à se connaître et à prendre conscience d'elle-même, c'est-à-dire de son rôle révolutionnaire dans l'émancipation humaine. Bien, je vais prendre la suite. En discutant d'économie politique, puisque Marx et Engels, quand ils se sont rencontrés à Paris, je ne sais pas si vous avez vu le film de Raoul Pelk qui s'appelle Le jeune Karl Marx, qui est vraiment à voir,
ils ont constaté, après une dizaine de jours de discussions passionnées, qu'ils étaient en accord sur la façon de comprendre comment les sociétés évoluaient, ce que Monica vient d'expliquer, c'est-à-dire la conception qu'on dit matérialiste, scientifique de l'histoire. Et à partir de là, bien évidemment, se pose le problème de chercher le fonctionnement de l'économie, qui est en dernier ressort ce qui explique l'ensemble de la société, des rapports sociaux, y compris les États, les idées, etc. Alors à cette époque-là, les idées qui dominaient dans le mouvement ouvrier, parce que Marx et Engels se sont plongés à partir de 1844 dans le mouvement ouvrier de leur époque, ils en sont devenus des militants, et ça jusqu'à la fin de sa vie, eh bien ces idées-là, elles étaient surtout imprégnées des idées dont vient de parler Monica, les socialistes, qui avaient formulé des théories à cause du décalage qu'il y avait entre les idéaux de la Révolution française et la misère qu'on voyait dans la société. Et donc, ils espéraient, comme Fourier par exemple, qui avait mis au clair une idée de phalanstère, c'est-à-dire de communauté où tous les hommes et les femmes seraient solidaires, émancipés. Enfin, ils avaient espéré, lui il a espéré qu'un mécène riche viendrait financer son projet. Bon, il a attendu malheureusement toute sa vie, il n'y en a pas eu. C'est que ces projets, ces idées étaient quand même utopiques. Et en fait, ils n'avaient pas la force matérielle qui pourrait permettre de changer la société, ce qui a été différent avec la naissance de la classe ouvrière. Et Engels, justement, sa particularité, c'était le fils d'un industriel allemand et qui a travaillé dans les usines de son père, l'usine textile à Manchester, et qui a été à la fois saisi par le sort de la classe ouvrière, mais aussi par ses luttes. Et à l'époque où Engels travaillait à Manchester, il y avait un énorme mouvement ouvrier politique, le mouvement chartiste, qui organisait aussi bien des réunions, des manifestations et même des insurrections dans l'objectif d'obtenir une charte électorale qui permette aux ouvriers et de voter et d'être élus. Et Engels a publié de ces années passées à Manchester un livre que je vous conseille fortement, qui s'appelle « La situation de la classe laborieuse en Angleterre », et qui est un témoignage, un documentaire absolument passionnant. Donc à Paris, Marx, lui, qui était émigré d'Allemagne, il fréquente des milieux qui sont plus de petits artisans, des ouvriers immigrés allemands aussi, des anarchistes comme Proudhon, et je ne sais pas si vous le connaissez, comment dire, il est souvent nommé comme le père de l'anarchisme ou un des pères de l'anarchisme. Et Proudhon a des discussions avec Marx vraiment très approfondies, passionnées. Ils sont amis jusqu'au moment où Proudhon sort un livre qui s'appelle « Philosophie de la misère ». Et Marx fait une réponse très soucieuse en même temps du livre, parce qu'il la critique de manière très scrupuleuse, mais acérée, assez polémique. La preuve, le titre de son livre, « Misère de la philosophie ». Et du coup, Proudhon est fâché à mort à cause de ça. Mais le problème qui est posé par Marx, outre les conceptions philosophiques dont on vient de parler, c'est aussi la question de ce qu'est le salaire, comment les travailleurs doivent se battre. Est-ce qu'il faut qu'ils revendiquent un salaire juste, équitable, comme disait Proudhon, ou alors, comme Marx disait, tout en se battant pour améliorer leur salaire, n'avoir aucune illusion sur le fait que tant qu'existait le salariat, eh bien, ça serait le retour à un moment ou à un autre à la régression sociale. Alors justement, on va voir maintenant, tout le monde l'a un peu appris, mais le secret de l'exploitation capitaliste, c'est-à-dire la plus-value,
Ça paraît comme ça être une recette, mais en fait, ça a été assez difficile de le décrypter, parce qu'à l'époque, l'économie politique classique, qui était le fait de scientifiques, comme David Ricardo ou Adam Smith, avait établi un certain nombre de lois, donc décrit le fonctionnement capitaliste, par exemple de la production marchande, en mettant en évidence que les marchandises s'échangent à leur valeur. Alors Marx précise à leur valeur socialement, leur valeur sociale, enfin une moyenne qui se dégageait des échanges sur le marché. Mais c'est un fait, il n'y a pas vol sur l'échange de marchandises. Alors le problème, c'est que quand un capitaliste investit, bon, mettons qu'il investisse 1 000 euros et il achète une marchandise, il y rajoute du travail et il la revend 1 100 euros, d'où ça vient ces 100 euros? C'est ça la plus-value. Alors d'où ça vient? Là, il n'y avait pas grand monde pour l'expliquer. Bon, les économistes classiques, ils partaient de l'idée que puisque le capital permet de mettre en valeur du travail vivant et qu'il augmente la productivité du travail, eh bien c'était naturel finalement qu'il ait une compensation, le profit, le bénéfice. Bon, c'est ce qu'on entend tous les jours à la télé, hein. La richesse qui ruisselle, les profits des capitalistes, ils peuvent faire 150 milliards de profits alors qu'il y a des gens qui sont à la rue, bon, c'est légitime, c'est normal, etc. Marx ne pense pas de la même chose, et bon, il dit ça, ces 100 euros, c'est le vol du travail de l'ouvrier, c'est un surtravail. Mais alors, comment ça se fait si tout s'échange à sa valeur? Le capitaliste, il dit à l'ouvrier, moi je paye ton travail. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que le capitaliste, il ne paye pas le travail à l'ouvrier, puisque le travail de l'ouvrier, il en est dépossédé. C'est le capitaliste qui récupère le produit de son travail. Ce qu'il paye à l'ouvrier, c'est la force de travail de l'ouvrier. Et cette force de travail, quelle est sa valeur? C'est une marchandise un peu particulière. Elle a une valeur, elle coûte moins que ce qu'elle peut elle-même produire comme valeur. Une marchandise, sa valeur, c'est ce qui est nécessaire pour la produire. Tout, pour la force de travail de l'ouvrier, c'est ce qui est nécessaire pour lui permettre de continuer à vivre, de venir travailler à l'usine, d'entretenir sa famille, parce qu'il faudra qu'il y ait des ouvriers dans la génération suivante, et le patron, lui, achète cette force de travail, par exemple, à la semaine, mettons à la semaine. Donc l'ouvrier va travailler une partie de la semaine pour rendre, enfin pas pour rendre, c'est pas dit comme ça, mais une partie de la semaine, il travaille en rendant ce que ça a coûté aux capitalistes, mettons 2 jours, 3 jours, 4 jours, peu importe, et le restant de la semaine, son travail crée une richesse que le capitaliste empoche. Ce surtravail, au-delà de ce qui est nécessaire pour renouveler la force de travail, c'est ça qu'on appelle la plus-value. Donc, et c'est ça qui permet aussi l'accroissement du capital. On en reparlera tout à l'heure. L'essentiel là-dedans, c'est que quel que soit le temps que l'ouvrier met pour rendre au capitaliste son salaire, le capitaliste obtient de l'ouvrier un travail qu'il ne paie pas. Ça semble une évidence, mais on peut réfléchir, si le capitaliste ne reçoit pas plus, il ferme l'atelier, il ferme l'usine, il met la clé sous la porte et il renvoie les ouvriers. Et c'est ce travail non payé, ce profit, qui entretiennent tous les membres de la société qui ne font pas un travail productif. C'est sur lui que repose tout l'ordre social existant. Alors, dans un deuxième temps, on va voir comment tout ça, à la différence de ce que pensaient les économistes bourgeois, c'est le résultat d'une évolution aussi, et d'une évolution qui est une lutte. Parce que dans la société, comme l'a dit Monica, il y a toujours une lutte pour l'accaparement de ce surtravail. Et c'est ça qu'on appelle la lutte de classe.
Les économistes du début du capitalisme, ils raisonnaient comme si tout ça c'était naturel. Et en fait, le capitalisme, comme tout dans le monde, c'est le produit d'une histoire, et donc de cette histoire qui est l'histoire de la lutte de classe. De tout temps, la classe opprimée a dû fournir un surtravail. L'esclave, pour le propriétaire d'esclaves, s'il ne fournit pas de surtravail, il n'y a plus intérêt à avoir un esclave, s'il ne peut nourrir que lui-même. Le serf qui, au moins, quand il travaille sur les terres du Seigneur, ce qu'on appelait la corvée, eh bien, ça fait bien apparaître le vol du travail, c'est bien séparé. C'est un peu différent dans le capitalisme, où l'ouvrier, nous dit-on, est un salarié qui choisit librement d'aller s'embaucher. Alors, en réalité, le travailleur, on le sait bien, il n'a pas le choix. Il faut bien qu'il aille s'embaucher pour gagner sa vie et il faut qu'il accepte d'être salarié. Cette situation, là aussi, avec des salariés qui sont obligés d'aller s'embaucher chez des capitalistes, c'est aussi le produit d'une histoire. Et c'est une histoire avec une évolution, un double mouvement. D'une part, la dépossession de tous les petits producteurs qui sont condamnés ensuite à aller s'embaucher. Cette dépossession, par exemple en Angleterre, Marx le raconte dans un des chapitres du Capital, qui est le plus lisible d'ailleurs, dans l'accumulation primitive, il appelle ça l'accumulation primitive. Les propriétaires fonciers ont transformé à partir du XVIe siècle, même un peu avant, des pâturages qui étaient des pâturages communs, féodaux, mais que les paysans pouvaient utiliser. Ils les ont transformés en propriétés et entourés de barrières. Ça s'appelait le mouvement des enclosures. Si vous voulez avoir une idée de ce mouvement-là, il faut lire le livre de Thomas More, qui s'appelle Utopia. Il décrit dans toute la première partie, ce mouvement. Et puis ensuite, il y a eu des lois contre les vagabonds, parce qu'il y avait énormément de gens qui étaient privés de tout moyen de vivre, qui étaient sur les routes, ils étaient condamnés, et ensuite, ils ont été obligés d'aller s'embaucher dans les manufactures et les industries. Le deuxième mouvement, c'est le fait qu'une minorité de la société a concentré des richesses considérables entre ses mains. Ça commence en particulier avec Christophe Colomb et la conquête de l'Amérique latine, de l'or, de l'argent de l'Amérique latine. Ensuite, la traite négrière qui a remplacé les Indiens que les Européens avaient décimés dans les plantations. Donc, une longue série de pillages, de violences, dont l'aboutissement est le colonialisme. On y reviendra. Et c'est ce qui fait dire à Marx que le capitalisme est venu au monde en suant la boue et le sang par tous ses pores. Voilà, donc c'est ça qui fait qu'il y a une masse d'hommes libres entre guillemets, c'est-à-dire dépossédés de leurs moyens de subsistance, mais aussi libres par rapport à la relation, par exemple, qui existait avec le seigneur, la relation féodale. Et qui crée ce qu'on appelle le prolétariat, donc qui n'a que sa descendance comme richesse ou que ses bras pour vivre. Alors, en quoi la classe ouvrière est-elle porteuse de notre monde? D'ailleurs, c'est pas trop de notre monde que je vais discuter, mais du sort de la classe ouvrière. La classe ouvrière, quelle que soit sa situation, est obligée de lutter pour survivre, ne serait-ce qu'individuellement. Mais elle est contrainte par ses conditions d'existence à le faire. Et tout à l'heure on a pris pour expliquer l'exemple de la plus-value, l'exemple d'une semaine de travail. Le capitaliste qui achète la force du travail de l'ouvrier pendant une semaine. Admettons qu'il achète pour une journée de travail. La journée de travail, ça peut être 8 heures, mais ça peut être aussi 10 heures, 12 heures, 15 heures, jusqu'à 18 heures, ce qui était le cas pendant la révolution industrielle. Et sans arrêt, le capitaliste
a tendance à imposer le minimum de salaire à l'ouvrier. Il n'y a que le rapport de force qui change ce fait-là. On le voit d'ailleurs aujourd'hui. Alors en Angleterre, ça a été une lutte absolument incroyable pour passer des 15 ou 18 heures à 10 heures. Une grande victoire lorsque la journée de travail obligatoire a été de 10 heures pour les femmes et les enfants. Et puis la journée de 8 heures, ça a été aussi une... Mais pour dire que la bourgeoisie cherche toujours à reprendre ce qu'elle a pu donner quand elle y était contrainte par le rapport de force. Et on le voit bien aujourd'hui où elle est en train de reprendre tout ce qui avait été acquis au cours des décennies précédentes. Elle impose aux travailleurs sans papier les conditions les plus épouvantables de travail, de salaire. Il y a un exemple qui est raconté dans le journal de Hello cette semaine. En Italie du Sud, un petit propriétaire, 5 hectares, un de ses ouvriers immigrés, indiens je crois, qui est blessé par une machine, le bras arraché par une machine, les jambes brisées, et le propriétaire le charge sur sa camionnette et va le jeter devant chez lui. Les voisins arrivent, il a perdu trop de sang, il va mourir. Et ce gars-là était payé 4 € par heure. Donc voilà, et ça c'est pareil dans les plantations en Espagne du Sud, et c'est pas loin dans la logistique en France. Bon, on n'est pas à 4 € de l'heure, mais voilà, c'est ce qui faisait dire au Conseil général de la Première Internationale. Marx et Engels ont contribué à la création de cette première force ouvrière internationale, l'Association internationale des travailleurs. C'est ce qui lui faisait dire que en même temps qu'ils sont obligés de lutter, les ouvriers ne doivent pas s'exagérer le résultat final de cette lutte quotidienne. Ils ne doivent pas oublier qu'ils luttent contre les effets et non contre les causes de ces effets, qu'ils ne peuvent que retenir le mouvement descendant, mais non en changer la direction, qu'ils n'appliquent que des palliatifs, mais sans guérir le mal. Ils ne doivent donc pas se laisser absorber exclusivement par les escamourches inévitables que font naître sans cesse les empiètements ininterrompus du capital ou les variations du marché. Il faut qu'ils comprennent que le régime actuel, avec toutes les misères dont il les accable, engendre en même temps les conditions matérielles et les formes sociales nécessaires pour la transformation économique de la société. Au lieu du mot d'ordre conservateur « salaire équitable » pour une journée de travail équitable, ils doivent inscrire sur leur drapeau le mot d'ordre révolutionnaire « abolition du salariat ». Alors Marx, de cette manière-là, il indique les limites du syndicalisme, de la lutte syndicale. Elle est indispensable, cependant, elle est absolument indispensable pour ne serait-ce qu'empêcher le recul des conditions de travail, des salaires, mais elle ne permet pas de mettre un terme à l'esclavage salarié. Par contre, cette lutte quotidienne, elle peut être une école d'organisation, un apprentissage, aussi une prise de conscience de la force des travailleurs, à condition toutefois qu'elle ne soit pas enfermée dans le cadre que lui imposent les directions du mouvement ouvrier qui sont intégrées à la société. On a bien vu au cours, par exemple, du mouvement contre la réforme des retraites. Voilà, donc c'est aussi à travers ces luttes que la classe ouvrière prend conscience de son rôle révolutionnaire, de sa capacité à changer l'ensemble de la société. Parce que, en même temps qu'il s'est développé sur toute la planète, eh bien, le capitalisme a créé une classe ouvrière d'une puissance absolument phénoménale, même si aujourd'hui elle ne l'utilise pas. Et elle a créé aussi, le capitalisme a créé pour la première fois de l'histoire de l'humanité
c'est un mode de production qui a créé des richesses suffisantes pour que tout le monde puisse vivre correctement sans exploitation. La classe ouvrière, elle ne peut s'affranchir de l'exploitation que collectivement, son émancipation et l'émancipation de toute la société, de toute l'humanité. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, une période de révolution sociale s'ouvre quand le développement des moyens de produire les richesses entre en contradiction avec les rapports de propriété. Les révolutions, en fait, elles ne naissent pas de l'activisme des militants révolutionnaires, elles naissent des conditions internes de la société. Ça, il faut bien le comprendre et voir comment on peut agir. Alors, quelles sont ces contradictions dans le capitalisme? On pourra y revenir dans le débat, mais enfin, en gros, pour aller vite, il y a la contradiction d'une part entre l'extension continue de la production et le fait que le marché est limité, donc l'impossibilité parfois de vendre les marchandises, la contradiction entre la socialisation de la production qui met en œuvre finalement une coopération entre des travailleurs, des milliers, des millions même de travailleurs sous la direction du capital, mais il y a cette coopération et la contradiction entre ça et la propriété privée. Et puis la contradiction entre l'internationalisation de la production et les frontières, les États nationaux, les privilèges nationaux de chaque bourgeoisie. Et ces contradictions n'ont pas cessé de s'exacerber au fur et à mesure du développement du capitalisme. Je vais passer à un autre problème, ce qu'on appelle l'accumulation du capital. On n'en parle pas toujours, on parle aujourd'hui de crise d'accumulation. C'est une notion pas si compliquée que ça, simplement de la même façon qu'il y a eu une accumulation primitive, une concentration de richesses entre les mains d'une minorité de la population qui ont pu mettre en esclavage le restant de la population, eh bien, il y a une tendance qui est inhérente au capitalisme, qui est que le capital doit toujours s'étendre. C'est-à-dire que le capitaliste investit une somme d'argent, bon, il achète machines, bâtiments, matières premières, force de travail de l'ouvrier, il produit des marchandises, bon, on imagine qu'elles sont vendues, pas de problème. Ce qui l'intéresse à lui, c'est de vendre pour récupérer la plus-value. Et le capital augmenté de cette plus-value, eh bien, il va le réinvestir. Les capitalistes, ils ne consomment pas la plus-value, ils peuvent acheter toutes les voitures de luxe qu'ils veulent, ils ne vont pas consommer l'entièreté de la plus-value, et ils ont un intérêt vital à réinvestir cette plus-value pour battre leurs concurrents, parce que évidemment il faut moderniser, il faut produire de façon plus concurrentielle. Alors la conséquence c'est quoi? Eh bien qu'au fur et à mesure du développement du capitalisme, on a finalement un appareil de production qui est de plus en plus technique et qui emploie de moins en moins proportionnellement de travail humain. Ça c'est la première conséquence. Et la deuxième conséquence qui est liée à celle-ci, c'est que du coup il dégage en permanence ce que Marx appelait une armée industrielle de réserve, c'est-à-dire une partie de la population qui est excédentaire, une population ouvrière qui est excédentaire. C'est-à-dire que des salariés qui n'ont pas de boulot à un moment donné, mais qui vont pouvoir être réembauchés quand il y a une reprise de la croissance. Bon, ils vont être mis au chômage quand il y a une crise et ils vont être repris au boulot. Donc ça permet de faire face aux reprises de conjoncture. Bon, donc une autre conséquence de cette accumulation du capital, eh bien, c'est le militarisme et la guerre. Alors là, je vais parler d'une période qui est celle qu'on appelle l'impérialisme. Bon, Lénine appelle cette période l'impérialisme, il n'y avait pas que lui qui l'appelait, mais ça a été à partir surtout de la crise de 1873 qui a abouti à la constitution de Trust à la fin du 19e, mais y compris l'accumulation du capital telle qu'elle s'est continuée,
elle a besoin, ça c'est Rosa Luxembourg qui le disait, elle a besoin de terres non capitalistes pour se poursuivre. Alors elle donne plusieurs exemples de ça, qui ont lieu d'ailleurs avant 1870. Par exemple en Algérie, finalement, la bourgeoisie française a détruit l'économie naturelle, a privé les paysans algériens de leurs terres, et donc a imposé une économie marchande. En Inde, en Chine, il s'est produit les mêmes phénomènes. L'industrie anglaise a ruiné l'industrie locale et imposé son marché en quelque sorte, enfin ses marchandises, et ont été utilisés aussi ce qu'on appelle l'emprunt extérieur. Aujourd'hui on dirait la dette. Si vous lisez aujourd'hui, il y a eu un événement là qui s'est produit, qui est le Kenya, la révolte au Kenya. Je ne sais pas si vous avez lu quelque chose là-dessus. Au Kenya, c'est un des pays parmi la cinquantaine qui sont pris à la gorge par les dettes que l'État a contractées auprès de banques internationales. Et le gouvernement, pour rembourser ses dettes, ou commencer, il a imposé des taxes sur des choses de nécessité courante, de la nourriture, des voitures, pas de luxe, des carburants, etc. Et ça a déclenché une véritable insurrection, un soulèvement. Le gouvernement a d'abord lâché sur un bout, le soulèvement a continué, il a utilisé la répression, il y a eu quand même 23 morts, et finalement il a dû renoncer à son plan. Et ça, à l'époque c'était l'emprunt extérieur, c'est-à-dire que, par exemple, un État comme l'Angleterre prêtait, mettons, à la Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis même à l'époque, en 1850, ils prêtaient de l'argent pour la construction de chemins de fer. Les États-Unis achetaient des locomotives, des rails et tout à la Grande-Bretagne, et les banques s'enrichissaient de ça. Et c'est comme ça aussi que l'économie marchande a pénétré dans le Far West en quelque sorte. C'est-à-dire, on avait les pionniers, vous savez, ils fabriquaient un peu tout ce qui leur était nécessaire. Et ensuite, avec cette transformation, ils ont été obligés d'acheter leurs marchandises. Bon, ça a été le cas en Turquie, en Égypte aussi. L'Égypte, le gouvernement égyptien, en 1873, a mis la clé sous la porte quasiment parce qu'il était endetté. Donc ça, c'est un processus qui est constitutif du capitalisme. C'est-à-dire qu'ils ont besoin toujours de plus de zones à exploiter, transformer pour leurs besoins, etc. Toute cette période-là a abouti à la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire quelques nations européennes qui mettent le monde à feu et à sang pour se partager les colonies ou pour contester le partage déjà fait des colonies. Et cette Première Guerre mondiale est suivie d'une vague révolutionnaire, que ce soit la révolution russe, bien sûr, mais aussi en Allemagne, en Italie, en Hongrie. Donc ça a été la première grande vague révolutionnaire de l'époque qui a été finalement vaincue par une réaction terrible, comme le fascisme en Italie, le fascisme en Allemagne, par une contre-révolution en URSS même, la bureaucratie stalinienne qui a étouffé vraiment la révolution, mais qui n'a pas empêché pour autant l'histoire de continuer, en particulier avec la révolte des peuples coloniaux après la Deuxième Guerre mondiale, qui a modifié, comme on l'imagine pas, le monde. Même si des pays coloniaux ont été, même après l'indépendance, encore victimes de la domination économique coloniale, ça a quand même libéré de l'esclavage colonial des centaines de millions d'êtres humains. Et là, aujourd'hui, on se retrouve confronté à une nouvelle période. À l'époque de la Révolution russe, il y a eu des partis qui existaient déjà dans le mouvement ouvrier, le Parti socialiste, que Engels avait contribué à créer, des partis socialistes,
et puis les partis communistes ensuite, après la Révolution russe. Et ces partis-là, dont les héritiers sont nos partis socialistes, Olivier Faure, Fabien Roussel, le Parti communiste, eh bien on peut dire qu'ils sont morts, si vous voulez. Ils représentent plus rien du point de vue d'une possibilité d'émancipation pour les travailleurs. Donc il y a une page du mouvement ouvrier qui est complètement terminée, une histoire. Et aujourd'hui s'ouvre une nouvelle page avec, dans des conditions difficiles qu'on connaît là, parce que l'extrême droite, ce n'est pas un besoin seulement en France pour les classes possédantes, c'est dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'on se heurte à, encore cette crise d'accumulation du capital. Alors, en 1914, ça a débouché sur la guerre. Aujourd'hui, ça commence à être la guerre dans certains pays comme la Palestine, comme l'Ukraine, mais c'est une concurrence exacerbée parce que le capital n'arrive plus à faire son profit sans déposséder des masses de femmes et d'hommes entièrement. Et ça, évidemment, ça produira des révoltes, des soulèvements dont nous n'avons pas idée. On a déjà vu, après la crise de 2007-2008, pardon, le printemps des peuples, ce qu'on a appelé le printemps des peuples en 2011, le printemps des peuples arabes. Et on a vu aussi, avant le Covid, des mouvements populaires, des révoltes au Chili, en Algérie, le Irak par exemple, puis dans d'autres pays. Et aujourd'hui, on a des soulèvements, mais on en verra d'autres. Parce que l'exemple du Kenya pour les pays pauvres, c'est un exemple, mais il y en aura bien d'autres. En Égypte, par exemple, le gouvernement vient de supprimer les subventions de l'État aux produits alimentaires, au pain. Hein, et ça, c'est bon. Et donc, le problème, c'est quoi faire là-dedans. Je reviens quand même au marxisme, parce que quelle est l'utilité, justement, de s'emparer des idées marxistes, de les comprendre, c'est que ça se permet de comprendre en quoi nous, simples mortels, nous pouvons agir, où peut s'appliquer notre action. C'est pas comme Charlot dans les temps modernes qui agite un drapeau rouge. Bon, il se trouve qu'il y a plein de gens qui vont derrière mais c'est pas ça, nous, notre travail. Je dis pas qu'il faut pas lever le drapeau rouge aussi, mais surtout, il faut comprendre dans quel contexte se déroule notre action et ce qui permet à la classe ouvrière de prendre conscience de sa force, comme disait Lénine, c'est-à-dire finalement, notre boulot, je crois, c'est de permettre d'aider à ce que se regroupe à chaque étape du mouvement, de la lutte, la fraction de femmes, d'hommes, de jeunes qui sont les plus conscients, disons, ou les plus désireux de poursuivre cette lutte jusqu'au bout, et pour construire des partis de travailleurs réellement démocratiques qui permettent d'organiser, et jusqu'à la révolution. Je n'ai pas beaucoup parlé de la révolution, on peut en parler dans le débat. Voilà.